Premièrement, je me présente, donc Olivier Laquinte, président chez Talsom. Talsom, on est une firme de conseil en management technologique. On aide nos clients à introduire de la technologie et donc à réaliser leur transformation numérique, autant au niveau stratégique qu'architecture et finalement d'exécution à travers la gestion de projet et la gestion de changement. On aime dire en fait qu'on aime à faire la révolution technologique, on aime faire les évolutions technologiques et on aime nos clients à exécuter leur transformation. Donc aujourd'hui, comme je disais, mon but n'est pas de vous faire un exposé de 45 minutes sur la transformation numérique et pas non plus de vous parler après ça de design thinking pendant 45 minutes. La raison étant que ça serait un peu ambitieux de vouloir faire ça, parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe et ça ne rendrait pas nécessairement honneur finalement à cette approche-là, à cette discipline. Mon objectif est davantage de discuter avec vous et de vous exposer comment l'humain, en fait, est au centre de la transformation numérique. Et quand on parle de l'humain, on ne parle pas seulement des clients, on parle aussi des employés, on parle des fournisseurs, on parle des partenaires qui doivent être pris en compte, écoutés, pour être capables de faire une bonne transformation numérique. Et comment le design thinking peut aider justement à prendre en compte et à écouter tout ce monde-là et à regarder nos entreprises sous un œil nouveau pour être capable d'identifier une bonne cible en termes de transformation numérique. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même commencer avec un petit peu de théorie ou de discuter. On va se mettre à niveau tout le monde pour s'entendre sur de quoi on veut parler quand on parle de transformation numérique dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va regarder un peu c'est quoi le design thinking. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça commence à prendre de l'ampleur, en fait, comme mouvement, même si ça fait longtemps que ça existe. Et ensuite de ça, on va regarder un cas concret. C'est-à-dire comment est-ce que chez Talsom, on a utilisé au départ le design thinking. Et ensuite de ça, je vais passer la parole à Denis Gagnon de chez Bouclair, qui a participé avec nous à notre exercice de design thinking et qui, après ça, a lui-même amorcé une réflexion par rapport à comment est-ce que ça pouvait être utilisé dans le cadre de ses transformations, de ses projets. Denis, donc, qui est CIO chez Bouclair. Alors, évidemment, je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que on est effectivement dans une époque, dans une période où il y a énormément de transformations, où il y a énormément de changements. Et c'est en grande partie dû aux différents buzzwords qu'on entend en ce moment, le machine learning, le deep learning, le predictive, le cloud, l'IoT, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, 2.0, 3.0, 4.0. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le 3.0, je l'ai même d'ailleurs jamais vu passer. On est passé de 2.0 à 4.0. Et bien malin est celui qui est vraiment capable d'expliquer c'est quoi le 4.0. Moi, personnellement, là, qui fait beaucoup de conférences, je serais prêt à vous le dire. Donc, il y a tous ces termes-là, finalement, qui nous sont lancés à la figure et qui font en sorte, justement, qu'on a peut-être une indigestion, finalement, d'informations et de grands changements. Il y a évidemment aussi ces compagnies-là. Ces compagnies-là qui sont là, qui viennent nous frapper. On en entend constamment parler, évidemment, les Netflix, les Uber, les Airbnb, les Amazon, Apple, Wayfair aussi. Je sais qu'on a des gens dans le domaine du meuble qui commencent aussi, je pense, à faire mal, à être disruptive. Et évidemment, ça, c'est les entreprises dont on entend beaucoup parler parce qu'ils touchent directement les clients, donc nous tous. Maintenant, il y a d'autres entreprises aussi qu'il ne faut pas oublier. Salesforce, qui est donc une application de CRM que probablement ou peut-être que vous utilisez dans vos organisations. Bien, Salesforce, quand on y pense, au tournant des années 2000, ça a été la première entreprise à offrir un accès en mode licence. Donc, le cloud, le SaaS, le Software as a Service, Salesforce ont été les premiers à le faire. Et quand ils ont fait ça, ils ont démocratisé, évidemment, toute l'implantation des CRM et ils ont lancé un mouvement. Donc, quand on parle de la transformation numérique, on a souvent
le réflexe de penser justement au contact avec le client, qui est un peu la pointe de l'iceberg, mais on le sait dans nos organisations, il y a tout le reste en fait de ce qu'on fait qui nous permet de rendre un service ou un produit au client, et la transformation numérique en fait partie. Donc Salesforce, qui a été un très grand changement dans l'industrie de la technologie, complètement disrupter l'industrie de la technologie et la manière dont on faisait des projets. Ensuite de ça, il y a eu SuccessFactors. SuccessFactors qui est aussi une solution qui fait des ressources humaines qui, eux aussi, se sont mis en mode SAS, donc en mode licence. J'ai mis LinkedIn aussi. LinkedIn, quand on y pense, ça a démarré comme un réseau social pour les gens d'affaires. Et c'est transformé, en fait, en une application maintenant. C'est-à-dire que je parlais avec quelqu'un qui a une firme de recrutement dernièrement, puis il me disait que ses employés n'utilisent plus les bases de données qu'ils ont bâties au fil du temps. Maintenant, ils vont seulement sur LinkedIn. Et LinkedIn a des outils qui font en sorte que les recruteurs ne travaillent qu'à partir de ce site-là, parce qu'ils sont capables de classer, de catégoriser et de suivre le cheminement des candidats à qui ils ont parlé à travers le temps. Donc, encore une fois, une application, un site qui a commencé comme un réseau social, mais qui se transforme en une application puis qui change la manière dont on travaille. Le petit signe en haut, c'est pas une compagnie, mais c'est les SMS. Les SMS, quand on y pense aussi, ont transformé la manière dont on travaille. Il n'y a pas si longtemps, quelques mois, quelques années, ça aurait été impensable d'envoyer des textes entre clients, entre fournisseurs. Maintenant, c'est normal, on se book des rencontres comme ça, on reçoit des confirmations. Moi, j'ai acheté une voiture, en fait, en SMS en échangeant avec mon vendeur parce que je n'avais pas le goût de parler au téléphone. Et donc, encore une fois, une technologie qui change la manière dont on travaille à l'interne de nos organisations. Google aussi. Google, quand ils ont lancé les applications sur le cloud, bien, ils ont forcé, en fait, Microsoft à développer leur suite Office 365. Si n'eût été de Google, on aurait encore, fort probablement, beaucoup plus d'applications locales. Donc, encore une fois, une transformation numérique au niveau bureautique. Et j'ai mis eBay parce que je pense qu'eBay, on oublie souvent que c'est probablement la compagnie qui est à la base de l'économie du partage. C'est eux, en fait, qui ont commencé à changer la manière dont on a transigé en termes d'individus. Donc, tout ça pour dire que, oui, c'est sûr qu'on parle beaucoup de la transformation numérique par rapport à comment on communique avec et on échange avec les clients. Par contre, à l'interne de nos organisations, il y a aussi énormément de transformation numérique qui se fait et il ne faut pas l'oublier. À ce sujet-là, j'aimerais ça que vous preniez, au début, je vous laissais 2 minutes, mais là, il va falloir en prendre une parce que le temps presse. J'aimerais ça que vous avez des post-it, il y a des crayons. J'aimerais ça que vous preniez 1 minute pour écrire ou dessiner c'est quoi pour vous la transformation numérique. Vous pouvez écrire 1 mot, 2 mots, 3 mots. Prenez une petite minute pour écrire ça. Il y a fort à parier que on a des réponses qui sont différentes. Et on a peut-être un peu des fois de la difficulté à mettre les mots, en fait, sur la transformation numérique, et c'est normal. Il y a une étude de Gartner qui a été faite récemment, pendant laquelle ils ont posé la question à des dirigeants d'entreprise et leur ont demandé de définir qu'est-ce qu'était la transformation numérique. Et ça est la représentation graphique des résultats qu'ils ont eus. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une multitude de réponses, en fait, à la transformation numérique. Évidemment, il y a de l'emphase qui a été mise sur le commerce électronique, sur le marketing digital. Mais quand on regarde, évidemment, il y a le développement de nouveaux produits, le développement de nouveaux services. Ça veut aussi dire, par contre, le work automation, le cloud. Et il y a des gens qui ont dit, guess what? Je ne sais pas vraiment c'est quoi la transformation numérique. Donc, ça démontre justement le fait qu'il y a un flou autour de la transformation numérique et que c'est normal d'avoir de la difficulté à bien la cerner et donc à la démarrer. C'est sûr que il reste que, je pense que c'est important de se doter d'une définition. Et nous, la définition qu'on y a donnée, c'est, et je vais me permettre de la lire, la transformation numérique, c'est faire évoluer l'intégralité de son modèle d'affaires et de sa chaîne de valeur en s'appuyant sur un processus d'innovation et sur les nouvelles technologies disponibles ou à venir. Pour moi, dans cette définition-là, les 2 éléments qui sont réellement importants, c'est modèle d'affaires et chaîne de valeur.
Et encore une fois, puis je le répète, des fois j'ai l'air d'un vieux disque, mais ce n'est pas seulement la relation avec le client, c'est l'ensemble de notre chaîne de valeur. Parce que l'ensemble de notre chaîne de valeur, parce qu'à travers la transformation numérique et ce que les nouvelles technologies apportent, ce n'est pas juste une transformation des entreprises, c'est une transformation des écosystèmes. Donc, de la manière dont on transige avec nos clients, de la manière dont on transige avec les fournisseurs. Ça fait en sorte que nos fournisseurs d'hier sont plus nécessairement juste nos fournisseurs, deviennent aussi nos compétiteurs. Parce que la nouvelle technologie a permis de faire en sorte qu'ils vont directement chez les clients et ils cherchent à le faire. Et donc, c'est comme ça qu'il faut absolument aborder la transformation numérique d'une manière holistique pour être capable de regarder tout ça et d'être capable de se réinventer et donc de revoir le modèle d'affaires. Et, encore une fois, on a souvent tendance à aborder la transformation numérique à travers le commerce électronique, à travers la mobilité, à travers les réseaux sociaux. Mais je trouve ça très dangereux de faire ça et très réducteur parce qu'à partir du moment où on fait ça, on regarde vraiment à l'extérieur sans se regarder soi-même en tant qu'organisation. On n'est pas en train de faire de la psychanalyse. Donc, de se regarder en tant qu'organisation et comment est-ce qu'on peut réellement changer. C'est sûr que en ce moment, c'est difficile de dire est-ce que c'est la technologie qui influence nos stratégies ou la stratégie qui, à la suite de ça, influence la technologie qu'on va utiliser. Par contre, je pense qu'à travers les exemples récents des grandes entreprises qui ont je m'excuse, j'utilise encore le mot « disrupter », notre environnement. Il faut revenir des fois à la base parce qu'on a souvent tendance à, encore une fois, mettre la technologie de l'avant, ce qui n'est pas toujours le cas. Pensons au cas Netflix. Okay? Le Netflix, c'est sûr que, aujourd'hui, ils sont en train de transformer l'industrie du câble et de la manière dont on consomme la télévision. Mais à la base, Netflix, leur proposition de valeur, c'était on vous envoie une vidéo ou une cassette ou un DVD dans le temps et vous allez nous le rapporter quand vous voulez. Parce que un des gros irritants des clients, c'était je me loue une cassette pendant une journée, puis après ça, si je la ramène en retard, là, je vais avoir des frais à payer. C'était ça leur promesse de valeur. C'était pas nécessairement la technologie. Même chose par rapport au gros méchant Uber. C'est sûr que si on met de côté tous les éléments fiscaux et légaux, à la base, Uber répondait aux besoins de la mauvaise expérience quand on utilise un taxi. Les voitures désuètes, le service qui n'était pas bon, et tous les points de friction qu'il y a dans le processus de prendre un taxi. On le prend, on le rentre, on donne l'adresse, la personne ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on sort, il faut calculer le montant, il faut payer avec de l'argent alors qu'on a le moins d'argent. Uber, en fait, a répondu à ce besoin-là dès le départ. C'est sûr, par contre, et c'est pour ça que c'est intéressant, ces deux cas-là, c'est que ces deux entreprises qui, c'est sûr, ont utilisé la technologie comme levier, mais sont arrivées à différents moments dans la transformation. C'est-à-dire que Netflix n'a pas commencé comme nécessairement une entreprise technologique, mais avec la technologie, avec la bande passante qui s'est augmentée, a utilisé la technologie comme levier pour se transformer et prendre une place prépondérante dans nos vies, puis dans notre économie, puis dans l'économie de la planète. Uber, par contre, à l'opposé, est une entreprise qui a été réellement technologique, c'est-à-dire que sans la technologie, elle pourrait pas exister. Donc, c'est deux points de départ différents, mais il reste quand même que ce qui est à la base, c'est qu'ils ont regardé c'était quoi les irritants, comment est-ce qu'ils pouvaient boucher un trou finalement dans le marché, remplir un besoin, et ils l'ont développé. Ce n'est pas juste la technologie pour la technologie. On va faire des projets pour améliorer l'expérience employée en servant de la technologie, mais sans avoir de but, ça restera des projets et on va venir se faire frapper par des entreprises qui, elles, ont réfléchi leur modèle d'affaires en fonction des nouveaux besoins et en fonction de comment est-ce que l'économie change. Donc, quand on aborde la transformation numérique, l'important, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la transformation numérique? Parce que ça ne veut pas dire la même chose pour toutes les organisations. En fonction du secteur, en fonction même de votre positionnement dans le marché, est-ce que vous êtes les leaders, est-ce que vous êtes ou pas, bien ça va
teinter justement la manière dont vous allez aborder cette transformation numérique-là. Ensuite de ça, il faut aller identifier c'est quoi l'objectif. Est-ce que mon objectif, c'est de faire en sorte que je vais complètement envoyer mon chiffre d'affaires, je veux que 100% de mon chiffre d'affaires ou 75 ou X pourcentage de mon chiffre d'affaires viennent des ventes sur le web. Est-ce que mon objectif, en fait, moi, je veux garder mon modèle de vente, mais je veux que mon 100% de mon dollar marketing soit investi à travers le web. Ainsi de suite, et ça, on peut le faire à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, l'ensemble des fonctions de l'entreprise, mais en fonction d'un objectif global qu'on se donne, ça peut être la chaîne de production, ainsi de suite. Et ensuite de ça, c'est sûr qu'il faut aller identifier c'est quoi les KPI qu'on va vouloir suivre à travers cette transformation-là. La prémisse de base étant que si on veut réussir à atteindre un objectif, bien, il va falloir être capable de le mesurer, mais il faut aussi être capable de le définir, cet objectif-là, de définir cette cible-là. Et c'est souvent, justement, dans la définition de la cible que le challenge est. Parce que comment on fait pour la définir, cette cible-là? Et c'est là que le design thinking, dont on va parler, entre en ligne de compte. Parce que le design thinking, c'est une approche il y a différentes définitions, mais à la base, le design thinking, c'est une approche qui fait la promotion d'utiliser des principes d'empathie et donc de regarder à travers les yeux externes une problématique. Okay? Qui est donc d'avoir une vue outside in au lieu d'avoir une vue inside out. Le design thinking, on en parle de plus en plus. Il y a des entreprises, si on veut, depuis, je dirais, peut-être 10-15 ans, qui commencent à l'implanter dans leurs organisations. Mais c'est quand même une approche qui existe depuis plusieurs années. Ça a été en fait inventé au début du 19e siècle, du 20e siècle, et par des artistes en Allemagne. Et ensuite ça a été intégré dans les approches de design. Un des exemples qu'on va voir tantôt, c'est la première souris du Mac de Apple a été inventée à travers des approches de design thinking par la firme IDEO, qui est un peu, cette firme-là est un peu le pionnier finalement du design thinking, qui est évidemment à Silicon Valley. Donc, il y a plusieurs déclinaisons de la définition. Moi, ma favorite, et encore une fois, je vais me permettre de la lire, puis je l'ai laissée en anglais parce que je ne voulais pas y aller d'une traduction à tâtons. Donc, design thinking fosters an iterative approach in which collaboration with the customer or user leads to a superior brand experience, one that has optimized the customer experience and the user experience in their end-to-end journeys throughout the value chain. Encore une fois, ce qui pour moi est important là-dedans, puis vous allez peut-être voir pourquoi est-ce que j'aime particulièrement celle-là, c'est qu'elle revient avec la chaîne de valeur et elle ne parle pas seulement du client, mais elle parle du user. Et c'est un élément qui est très important dans nos organisations. C'est pas le user, ça peut être un employé, ça peut être un fournisseur, ça peut être un partenaire, et évidemment, c'est un client. Et donc, quand on regarde la transformation numérique, c'est important d'être capable de la regarder à travers tous ces différents points de vue-là. Donc, avant d'aller de l'avant, on va regarder un petit vidéo. C'est une vidéo qu'on regarde toujours quand on commence un exercice de design thinking, parce que ça explique bien, en fait, l'approche. Et pour que le design thinking fonctionne et qu'une innovation soit sustainable, il faut qu'il y ait 3 éléments. Il faut que ça soit viable pour l'entreprise, donc économiquement. Il faut que ça soit faisable technologiquement. Il faut que ça soit désirable par les utilisateurs. Le design thinking, donc là, on le voit, c'est sûr que ça a été fait pour le design de produits, mais ça se fait pour le design de services, ça se fait pour, en fait, des processus, pour l'ensemble. Tous les problèmes, en fait, il faut faire attention, c'est pas la réponse à tous les mots, mais il y a une grande multitude de problématiques qui peuvent être abordées à travers le design thinking. Et la prémisse de base est que si je me focus sur les gens, si je les observe dans leur environnement, donc il faut aller où est-ce que les gens utilisent nos produits, nos services ou font seulement travailler, et donc on regarde leur comportement, leur motivation, pourquoi est-ce qu'ils font chaque chose, le résultat, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir et les relations qu'ils ont les uns avec les autres, bien, on va être capable de comprendre ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent, et ensuite de ça, designer
une organisation autour de ce besoin-là. Et évidemment, la clé qu'on ne doit jamais oublier, c'est d'avoir différents points de vue. Parce que si on prend toujours le même point de vue, et ne serait-ce que toujours le même point de vue, même si on prend différentes personnes d'une même organisation, bien on va toujours avoir un biais parce qu'il y a toutes les références, si on veut, culturelles d'entreprise, de manière de travailler. On va toujours regarder les problématiques à travers cette lunette-là. Donc, c'est important de se forcer à regarder différents points de vue, puis, ou elle dirait, comme une expression que j'ai déjà entendue, à ouvrir notre kimono, et donc pas avoir peur de s'exposer et de recevoir le feedback qu'on va recevoir. Évidemment, tout ça se fait à travers une approche qui est structurée. Je n'irai pas beaucoup dans le détail de l'approche, mais le point qui est réellement important, c'est l'empathie. Donc, c'est d'être capable d'observer les gens dans leur environnement pour ensuite de ça, être capable de comprendre leur point de vue et identifier un persona par rapport à ça. Et ensuite de ça, se lancer dans identifier la solution, ensuite ça, prototyper et faire des prototypes, évidemment, en low definition pour être capable de les tester et de réagir d'une manière itérative. Comme je disais, le design thinking a été implanté à travers différentes organisations et il y a certaines analyses qui ont démontré que les entreprises qui ont démarré des projets, puis c'est démarrer les projets, mais après ça, c'est d'implanter, si on veut, les principes du design thinking à travers les organisations, ont eu une performance supérieure au fil des dernières années. Et comme on le voit là, il n'y a pas seulement des entreprises ce qu'on pourrait dire, c'est la technologie, mais on voit des retailers, on voit des Target qui sont là. On voit Ford qui fait des voitures, on voit des Starbucks. Donc, des entreprises plus traditionnelles qui ont décidé de revoir leur modèle d'affaires, de revoir leurs services à travers ces lumières-là. Maintenant, vous allez probablement... Là, vous vous dites, ouais, ok, c'est correct, là, mais les entreprises qui sont là, on s'entend que c'est des mastodontes, ils ont de l'argent en masse, puis ils sont capables de faire ces transformations-là. Money est souvent no object. Et c'est pour ça que je veux parler rapidement du cas Talsom et de comment est-ce que nous, on a utilisé, pourquoi est-ce qu'on a commencé à déployer le design thinking à travers notre compagnie.